Je commence ici ma troisième vidéo sur Candide de Voltaire. Nous en étions restés à un moment où Candide était obligé de lâcher encore une fois Cunégonde entre les mains du gouverneur parce qu'il se faisait poursuivre pour avoir tué un grand inquisiteur au Portugal. Ils sont à Buenos Aires. Et Candide à ce moment-là donc fuit avec Cacambo. C'est un valet qu'il a récupéré en Espagne et qui l'accompagne depuis lors. On entend parler seulement maintenant, ça doit être une invention de Voltaire sur le coup. Et il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe de toute façon, mais il va être très utile. Dans leur errance, ils tombent sur un camp de jésuites. Qui, précise l'auteur, combattent les Espagnols au Paraguay et qui aident les Espagnols en Espagne. Justement, personne ne veut les faire rentrer en pensant qu'ils sont espagnols. Mais Cacambo arrive à leur faire comprendre que Candide est allemand. Ils sont donc accueillis chaleureusement. Et en plus, Candide se rend compte que le commandant des jésuites est le frère de Cunégonde. Ça alors! Celui qui était mort dans un château en Espagne se retrouve donc dans un camp jésuite au Paraguay. Ils sont très très heureux de se retrouver et le frère raconte à Candide comment il est arrivé ici. Il lui raconte qu'en fait il avait juste l'air mort et qu'il a été récupéré in extremis au moment d'être enterré. C'est un jésuite qui s'aperçoit qu'il est encore vivant. Comme il était allemand, les jésuites sont intéressés. Parce que justement, il peut être utile en Amérique du Sud, où les jésuites combattent les Espagnols. Il n'est donc pas bon d'avoir des jésuites qui sont en même temps espagnols. Sinon, il y a un conflit d'intérêts. En retour, Candide lui apprend que Cunégonde n'est pas loin, et il entrevoit une occasion de la sauver. Malheureusement, Candide parle de son mariage avec Cunégonde. Le frère n'est absolument pas d'accord, parce que quand même, Cunégonde c'est une noble et Candide c'est un troufion. Cela se termine mal. Candide tue le frère de Cunégonde, qui meurt une seconde fois. Cacambo, décidément très utile, s'occupe de tout. Il lui fait revêtir en vitesse l'habit du jésuite, et ils peuvent ainsi s'enfuir. Sur leur chemin, Candide tue deux singes qui pourchassaient des demoiselles. Il est très très content, il a fait un acte de bravoure. Mais il s'agissait en fait de deux oreillons, deux membres d'une tribu voisine. Alors quand ils se réveillent, ils sont ligotés tous les deux. Et des oreillons sont en train de leur danser autour parce qu'ils veulent les bouillir ou en tout cas les manger quoi. Alors ils ont d'autant plus envie de les manger qu'ils croient qu'il s'agit de jésuites et qu'ils détestent les jésuites. Cacambo sauve encore une fois la situation. Candide, personnage principal, ne sert décidément à rien. Il leur montre que Candide a justement tué un jésuite et qu'il a juste revêtu son habit. Aussitôt, Candide est fêté par ce peuple. Chapitre 17. Ils souhaitent ensuite se diriger vers un territoire français d'Amérique du Sud et en chemin, ils se perdent et ont de nombreuses difficultés qui ne sont pas racontées précisément. Cacambo trouve un canot, car leurs chevaux sont morts, et il les emmène finalement dans un long tunnel. Ils arrivent alors dans un pays tout à fait singulier. Ils découvrent d'abord des enfants qui jouent avec des pièces d'or et des pierres précieuses. Ils apprennent en prenant leur repas que personne dans ce pays utopique n'accorde d'importance à l'argent, à l'or et aux pierres précieuses. Une utopie, c'est censé être une description du meilleur des mondes possibles. Au cours de ces deux chapitres, Candide se fait expliquer donc comment fonctionne ce pays, qui s'appelle l'Eldorado, d'abord auprès d'un vieillard de 172 ans et puis auprès du roi de ce pays. Sur son histoire, on apprend qu'il s'agit d'anciens Incas. Les deux personnages le visitent, questionnent beaucoup sur la religion, sur la société. Les édifices publics y sont grandioses. Cette utopie ne délaisse pas la science. C'est parfois le cas de certaines utopies qui vivent dans un monde en autarcie, complètement fermé, et qui donc ont délaissé toute forme de technologie. Ce pays d'Eldorado contient un palais des sciences bien rempli, et lorsque Candide souhaite s'en aller, parce que Cunégonde lui manque quand même, selon quoi il est un peu bébête, parce que l'Eldorado c'est bien une sorte d'utopie quand même, on leur fabrique des machines volantes pour pouvoir sortir de ce pays très enclavé dans les montagnes. Ils repartent alors avec une richesse incroyable, portée par des moutons rouges, ce sont en fait des lamas, typiques de ce pays. Malheureusement, le trajet est semé d'embûches, et la plupart des moutons chargés de richesses finissent tous par mourir, soit de faim, soit de soif, soit dans des précipices. Ils arrivent à Suriname, où ils rencontrent un esclave mutilé. C'est une occasion pour Voltaire de critiquer la cruauté de l'esclavage, bien sûr, et l'optimisme. Il recherche un bateau pour aller récupérer Cunégonde à Buenos Aires. Finalement, sur les conseils d'un espagnol, Candide envoie Cacambo tout seul. Lui, il est trop connu, il se ferait arrêter. Cacambo a donc pour mission de racheter Cunégonde, et Candide cherche ensuite quelqu'un pour le conduire en Italie, parce qu'il souhaite aller attendre Cacambo à Venise. Il tombe sur un capitaine de bateau qui s'appelle Vander d'Andure. C'est le marchand hollandais à qui appartenait l'esclave, qui avait une jambe et un bras coupés dans le chapitre précédent. Ce dernier l'arnaque. Il part avec les deux moutons en laissant Candide sur le quai. Il est obligé de prendre une vieille cabine et décide de cacher qu'il a de l'argent maintenant. Mais auparavant, il recrute quand même un malheureux philosophe pessimiste, Martin, comme compagnon de voyage. Dans le chapitre 20, lors du voyage, Martin lui expose son pessimiste sur le monde, très différent de la philosophie de Pangloss, tandis que Candide est plus mesuré lui. Ils aperçoivent sur la mer une bataille entre deux navires. Ah, c'est Vander d'Andure qui se fait couler par un pirate! Bien fait, se dit Candide. Et Candide retrouve un de ses moutons. La suite du voyage se poursuit sur le même temps. Martin décrit notamment la France à Candide.
comme un pays de filous. C'est d'ailleurs bien ce qui va se passer. Ils arrivent à Bordeaux. Comme tout le monde lui parle de Paris, Candide y va. Là-bas, il se fait arnaquer de partout. Une maladie lui amène des tonnes de faux médecins, et puis des copains dont il n'a pas besoin, mais qui eux ont bien besoin de son argent. Il joue au jeu et il se demande bien pourquoi il perd tout le temps. Grâce à un abbé périgourdin, il va au théâtre, où de beaux esprits commentent les pièces. Voltaire se moque de ces gens, qui ne trouvent rien à leur goût et se plaignent tout le temps. Il l'emmène aussi, cet abbé, chez une dame de qualité, où tout le monde a l'air renfrogné. Mais ils le sont beaucoup moins une fois que Candide a perdu 50 000 francs au jeu. Voltaire profite de ce dîner pour étriller ses adversaires, que les convives critiquent. Une page est aussi consacrée à une réflexion sur le théâtre et sur la marche du monde selon Pangloss. La maîtresse de maison interroge Candide sur Cunégonde et le drague un peu. Elle obtient ainsi des diamants. Quant à l'abbé, qui a tout compris de la conversation à propos de Cunégonde, il monte tout un théâtre en faisant croire à Candide que Cunégonde est à Paris, à Litée, la visite derrière des rideaux. Hein, ça tombe bien, hein? Elle ne supporte pas la lumière, en effet. Bien sûr, Candide donne plein de diamants à la fausse malade qu'il ne voit pas. À ce moment-là, on arrive pour arrêter Candide. Martin comprend ce qui se passe. Ils se sont encore fait avoir. À partir de là, Candide s'embarque pour l'Angleterre, en imaginant rejoindre Venise par la suite. Et voilà, ce long chapitre 22, consacré à la visite de Candide en France, terminé. Oh.